Bonsoir à tous. À la une de ce journal, Bamenda vit la terreur des explosions de bombes artisanales depuis quelques semaines. Cette fois-ci, dissimulées sous des bandes de fortune, leur déflagration a grièvement blessé 3 fonctionnaires de police et sémé la panique autour de l'hôpital régional de Bamenda. C'est au moins la 4e explosion de bombes artisanales dans le chaudron de la crise anglophone. On fait le point en ouverture de ce journal. Le centre universitaire hospitalier de Yaoundé éclaboussé dans une affaire de bébé porté disparu et déclaré volé selon ses géniteurs. Pourtant, le CHU affirme que ce bébé prématuré est décédé, mais la dépouille présentée dans des circonstances floues est rejetée par la famille. Que s'est-il passé entre la date de la disparition de ce bébé prématuré et le jour de l'annonce de sa mort présumée? Une enquête dans ce journal perce à jour le mystère dans les maternités en proie au vol de bébés sous le regard indifférent et impuissant des autorités. Après s'être déchaîné contre les États voyous et les régimes dictatoriaux, le président américain Donald Trump a refusé de déjeuner avec certains dirigeants africains et l'absence de Paul Biya à ce déjeuner restreint offert à certains dirigeants africains suscite une vive polémique au Cameroun. En 34 ans de pouvoir, quels sont les rapports entre Washington et Yaoundé? Analyse et décryptage au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Bamenda vit à nouveau la terreur, cette fois-ci des bombes artisanales qui ne cessent d'exploser tous les 2 jours dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest, dissimulées cette fois-ci sous des bancs de fortune. Leur déflagration a grièvement blessé 3 fonctionnaires de police et sémé la panique autour de l'hôpital régional de Bamenda. C'est au moins la 4e explosion de bombes artisanales en l'espace de quelques semaines. On fait le point dans ce reportage de Dini Edmond et Albertine Bitiaga. 3 policiers, dont les identités n'ont pas encore été officiellement révélées, sont internés depuis la matinée du jeudi 21 septembre à l'hôpital régional de Bamenda. Les 3 hommes tenus ont été grièvement blessés à la suite de l'explosion d'une bombe de fabrication artisanale au lieu-dit Hospital Roundabout, une place très fréquentée dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Des témoins rapportent que les 3 éléments des forces de l'ordre s'étaient abrités sous un arbre après une patrouille dans la ville. L'arbre en question serait devenu le lieu de repos de bien de policiers depuis le déclenchement de la crise sociale dans cette partie du pays. Une indication qui fait croire que les poseurs de bombes n'avaient pas choisi leur cible par hasard. Dans ses premières réactions, le gouvernement a conclu à un attentat terroriste. Nous avons vécu ce matin à Bamenda un incident des policiers de faction au service de la nation et de la République ont été la cible d'une attaque terroriste qui les a visés, entraînant la blessure de 3 d'entre eux qui sont en ce moment pris en charge à l'hôpital régional de Bamenda. Il s'agit là d'une étape nouvelle dans la situation à laquelle nous avions à faire face auparavant. Il s'agissait d'actions de démobilisation de la population. Nous entrons maintenant dans une phase terroriste. Notons que la détonation entendue à Bamenda ce 21 septembre s'ajoute à une liste de faits similaires enregistrés ces dernières semaines dans cette partie du pays. Le samedi 16 septembre dernier, 2 bombes artisanales avaient explosé respectivement dans un taxi et dans un coin non loin du lieu-dit Hospital Roundabout. Le lendemain, 2 autres engins explosifs, toujours de fabrication locale, avaient été découvertes dans l'enceinte du Palais des Congrès de Bamenda, peu de temps avant la célébration d'une messe. Une nouvelle affaire de vol de bébés défraie la chronique au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Le couple Alima accuse le CHU de vol de leur bébé prématuré.
Le CHU se défend et affirme que le nourrisson en question est décédé. Cependant, le nourrisson, notamment la dépouille de cet enfant présenté à la famille, n'a fait que raviver la colère des géniteurs et entretenir le flou sur les circonstances du présumé décès de ce nourrisson. La société civile compte traîner en justice cet hôpital, mais nos reporters, Emmanuel Diop et Marcelin Gansop, ont mené leur enquête pour percer à jour ce mystère. Reportage. C'est un couple déboussolé que nous retrouvons au quartier Colbison, dans le 7e arrondissement de Yaoundé. Thérèse Bikele et son époux Emmanuel Alima se remettent difficilement de la scène vécue la veille au centre hospitalier universitaire de Yaoundé, lorsque la dépouille d'un bébé leur a été présentée comme étant celle de leur enfant décédé le 27 juin 2017. J'ai vu mon enfant une seule fois le jour que l'enfant est né. Et je le connais très bien. J'ai bien remarqué mon enfant. Je le connais très bien. Et l'enfant qu'on m'a présenté hier à la mort, ce n'était pas mon bébé. Pour bien comprendre cette affaire, il faut remonter au 23 juin 2017, date à laquelle Thérèse Bikele met au monde un prématuré. J'accouche dans un centre de santé en Colbison. Quand j'accouche, vers midi, c'était le 23 juin. Quand l'enfant sort, on appelle mon mari, amène l'enfant à la couveuse. Mon mari porte le bébé, il l'amène à la couveuse. C'est moi qui porte mon bébé. Du taxi à la Fondation Chantal Biya. De la Fondation Chantal Biya au CHU. J'ai porté mon bébé vivant. Je l'ai déposé à la couveuse vivant. J'ai fait 4 jours. C'est-à-dire ma belle-sœur et moi. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons des chaussons de rechange que les infirmières nettoient le bébé et ils nous donnent ce qu'il avait sur lui. On amène à la maison pour nettoyer et ramener. Reçu le 23 juin, bébé Noah, comme l'appelaient affectueusement ses géniteurs, décède selon les responsables du CHU le 27 juin. Sauf que les parents n'ont jamais vu le corps, jusqu'à ce que la Ligue de défense des droits des personnes défavorisées se saisisse de l'affaire. On appelle mon mari, on était à l'hôpital, là où j'étais toujours interné à l'hôpital. On l'appelle urgemment. C'est vous le père de bébé Noah? Il dit oui. Passez urgemment au CHU. Je dis à mon mari, maintenant là, je ne peux plus rester ici. Je vais voir le docteur si il peut me permettre de sortir. C'est comme ça qu'on se déporte au CHU. J'étais même encore convalescente, donc je ne me portais pas bien. Je demande donc à la major que je veux voir le corps de mon bébé. Madame, on a mis le corps de votre bébé à la mort. Et sachez que quand on met un corps à la mort, il y a les produits qu'il faut pour traiter ce corps. Là, directement, mon mari n'a pas digéré. Mon mari lui dit, madame, moi, je ne reconnais pas avoir mis un corps à la mort. Ce que je veux ici, vous m'aviez dit que mon bébé est décédé. Je veux mon bébé ou je veux voir le corps de mon bébé. C'est là où la famille nous contacte donc. Parce qu'ils m'ont donc remis toute la puissance. Ils m'ont dit, nous sommes fatigués. On nous méprise parce que nous n'avions pas les moyens de prendre ce problème en charge. C'est là où nous portons donc plainte à la direction de la police judiciaire. La plainte a été cotée à la sous-direction des affaires criminelles. Arrivé là-bas, nous trouvons davantage des problèmes parce que l'enquêteur veut nous mettre les plaignants de côté, nous rassure qu'il n'y a que les parents seuls, alors que c'est nous qui avions initié l'affaire. Nous commençons donc à dénoncer cela. Presque 3 mois se sont écoulés jusqu'à la séance de reconnaissance du bébé qui a viré au drame le 20 septembre 2017. Parce que quand il y a eu blocage à la PJ, nous avons saisi par correspondance monsieur le délégué général à la sécurité nationale qui travaille bien. Il a donné les instructions et il fallait hier identifier le corps à la mort. Ils nous ont présenté un faux bébé parce que les parents n'ont pas reconnu ce bébé. Mon bébé n'avait pas encore la forme de la tête normale. Mais celui que j'ai vu au CHU, la tête était déjà formée. Mon bébé était presque nu dans la tête. On n'avait que des fibres de chevelure couchées dans toute la tête. La nuque se présentait très faible. C'est-à-dire la peau à la nuque n'était pas encore pleine. Mais celui que j'ai vu hier, je vous rassure, il a déjà la chevelure bien bouclée partout dans toute la tête. Raison pour laquelle j'interpelle Mbargangele,
Parce que je sais ce que mon papa a fait à la police. J'interpelle le délégué pour que vraiment je vive l'attente. Je vois mon enfant. Joint au téléphone, le directeur du CHU n'a pas souhaité s'exprimer sans l'aval de sa hiérarchie et nous renvoie au communiqué qu'il a publié en août dernier. Dans ce communiqué, le professeur Arthur Essomba indique que le bébé gardé à la morgue de son hôpital est bien celui reçu le 23 juin et qui est décédé 4 jours plus tard. Il dit ne pas se reconnaître dans les accusations de vol de bébé, un argument que la famille balaie du revers de la main, soutenu par la Ligue de défense des droits des personnes défavorisées qui annonce des actions fortes dans les prochains jours. Comme la police judiciaire n'a pas voulu faire son travail, lundi prochain, nous allons passer par une citation directe. Cette fois-ci, ça ne sera plus seulement pour le directeur général, ni le centre hospitalier universel, mais tous les suspects. Parce que notre problème hier, on entendait que même s'il faut continuer à faire les tests d'ADN et consorts, les suspects soient d'abord gardés, parce que c'est un crime. Mais la police n'a pas voulu cela. Nous passons lundi par une citation directe. Et mercredi prochain, je vais faire une grève de la faim à l'entrée du CHU. Cette affaire n'est pas sans rappeler celle de Vanessa Tchatchou, qui a défrayé la chronique il y a quelques années. On se souvient que son enfant avait disparu mystérieusement de la couveuse de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Pourquoi les maternités sont toujours en proie à des vols de bébés et disparitions inexpliquées des nourrissons? Des féministes décrient l'échec des mesures gouvernementales visant à réduire ce phénomène dans les hôpitaux publics. Reportage Mitterrandam, François Dikoumé et Kate Diarra. Les cas de vol de bébés sont légion au Cameroun. Si l'affaire Vanessa Tchatchou, la plus célèbre de toutes, qui date de 2011, a défrayé la chronique, il y a de nombreuses autres, toutes aussi douloureuses, qui ont marqué à jamais une date dans l'esprit de nombreuses familles. 29 mars 2015, au centre hospitalier de l'école de police de Yaoundé, un vol de bébé est signalé. 17 février 2016, un autre vol est enregistré à l'hôpital de district de Bala. Dans la même année, le 26 novembre cette fois, nous sommes à Douala, au centre médical de Souboum, où un bébé de 2 jours à peine est volé à sa maman. Le plus frais de tous est celui d'il y a quelques jours, au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Voler un bébé, c'est pire que tuer une maman. C'est la cruauté au haut degré. S'il est connu que le vol d'un bébé laisse le manque et la douleur dans les familles des victimes, il crée surtout un profond traumatisme qui peut se porter toute une vie durant. Pourquoi est-ce qu'on vole les bébés aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens qui sont auteurs de ces actes peuvent en mesurer la douleur? C'est pas une douleur, excusez-moi le terme, c'est pas la douleur telle qu'on peut la ressentir quand on met un enfant au monde. C'est un peu plus fort que ça. C'est l'espérance qui s'éteint. Le cas de vol du 26 novembre 2016 au centre médical de Souboum avait entraîné une batterie de prescriptions de la part du ministre de la Santé publique. Entre autres, il était question pour les centres médicaux de revoir leurs mesures de sécurité, de fixer au poignet de nouveau-nés de sortes de bracelets identifiants portant les informations à leur sujet. Le ministre avait également prescrit la réduction des gardes malades en maternité à un seul par maman. Des mesures qui ne sont malheureusement pas appliquées dans la plupart de ces centres dans leur entièreté. Je ne sais pas si ces mesures qui ont été prises sont effectives. Parce que je fréquente encore quelques hôpitaux et je pense que ces mesures ne sont pas encore mises en place en réalité. Je n'ai pas encore beaucoup vu les bracelets de bébés entre la mère et l'enfant pour l'identification des bébés à la naissance. Si de nombreuses cliniques de grande renommée les appliquent systématiquement, les choses traînent encore dans les hôpitaux d'État. Peut-être que dans certaines cliniques privées, on prend beaucoup de temps pour ça, mais dans les centres médicaux publics, je n'ai pas beaucoup vu ça. Des palliatifs sont donc conseillés aux futures mamans pour les aider à se mettre à l'abri de quelconque vol et enlèvement. Quand vous entrez à l'hôpital, il faut absolument se faire accompagner. Aussi avoir le réflexe de faire des photos qui permettent d'établir des éléments primaires de preuve, si jamais ça peut arriver. Pour celles qui se verront malgré tout retirer leur progéniture, il est question de dénoncer immédiatement l'acte afin que l'appareil judiciaire puisse être
enclenché. Le premier réflexe est de faire constater l'acte. Donc l'huissier est le premier à être appelé pour constater. Et il faut immédiatement dénoncer cet acte-là au procureur de la République pour que l'enquête soit régulièrement ouverte, officiellement ouverte. Et tous les maillons de la chaîne devraient être interpellés. En bref, à présent, les images de l'effondrement d'un immeuble en plein centre-ville de Thian, dans le département de la Menoie. Le bâtiment s'est écroulé comme un château de cartes cet après-midi. Difficile pour l'heure d'établir un bilan, de savoir s'il y avait des personnes qui se trouvaient sur ce chantier de construction d'un immeuble de 4 niveaux. Selon des témoins, il s'est écroulé comme un château de cartes. Et les autorités sont descendues sur les lieux. Les différentes autorités s'activent à pouvoir vérifier si sous les décombres se trouveraient des potentiels ouvriers ou des personnes qui se trouveraient sur ces décombres d'un immeuble en construction au centre-ville de Thian. Et un glissement de terrain qui a enseveli une dizaine de maisons et tombeaux à Dintou, un village situé dans le département du Noun. Malgré la peur des populations sinistrées, les autorités restent indifférentes et font la sourde oreille face au risque élevé de catastrophe dans cette localité. Reportage Mamassoufor, Dallas Kana et Jean-Paul Fougnat. Au village d'Intout dans le Noun, ses habitants subissent de plein fouet la menace mortelle d'une érosion à grande échelle. 2 quartiers payent déjà au prix fort des dégâts matériels causés par de larges blessures sur le relief. Nous sommes en train de vivre du jamais vu. C'est depuis un moment là, un peu partout, il y a là le quartier qu'on appelle Fouc Clocher. Il y en a là, ici, même derrière la chefferie ici, il y en a. Et on a peur de ce qu'on a donné. La population ne sait même plus comment faire. Premier arrêt, Ndjimawa, traduction littérale, la rigole est grande. Le quartier a été ainsi rebaptisé depuis quelques années pour ses ravins gigantesques à tout bout de champ. Ici, l'écorchure fraîche sur ce sol a avalé une dizaine de maisons, imposant aux familles le statut de sans domicile fixe. Et il y a d'autres voisins qui les ont logés chez eux et d'autres ont préféré rentrer dans leur village. Arrivé dans ce quartier en 1987, cet homme relate les galères pathétiques de sa famille, terrifiée depuis 3 ans par une érosion sans fin. Comme conséquence de cette érosion, la maison de mon défunt frère ainsi que les cases de ses femmes ont été emportées dans ce glissement de terrain. Certains de ces enfants vivent chez moi. Ma maison n'est plus qu'à quelques mètres de l'excavation. Elle menace de s'écrouler. Handicapé de mon état, que faire si ce n'est un cri de détresse à l'endroit des pouvoirs publics? Dans cette avalanche brutale de terre, le repos éternel des morts dans leur dernière demeure a été perturbé sans laisser le moindre repère de recueillement aux familles des disparus. Il y a même beaucoup de maisons qui sont parties là, il y a même les tombes là qui sont déjà dans les ravins. Non loin de là, plusieurs tombes comme celle-ci vivent leurs dernières heures, attendant la seconde mort de leurs occupants. Habitant le même quartier, la maison d'Oumar Njoya, comme bien d'autres riverains, est à 600 mètres de l'épicentre du désastre. Stress et inquiétude sont ses compagnons de tous les instants. Ce que vous voyez ici, c'est depuis 4 ans, plus précisément, que c'est à ce niveau. Bon, il y a de nuit, quand ça y a souvent les coulements, nous entendons un bruit d'affaissement. Bon, alors avec ce niveau, nous ne savons pas comment on va finir ici. À l'opposé de Ndjinmawa, même décor de sinistre, dans les bas-fonds du quartier Forofopouchi, maisons, végétation et tombes ensevelies ou emportées par des torrents de boue. Pressentant l'imminence du danger, de nombreux habitants ont levé le camp avant l'alerte rouge. Leur case, de vastes champs de ruines. Voilà 5 ans déjà que cette érosion chasse à petite eau, âme vivante sur ces espaces. C'était une petite rigole comme ça, creusée par l'eau de la pluie. Et après, à un moment donné, vraiment, ça n'a pas dû faire 2 ans. Ça devient une autre chose très grave. De façon que ça renversait, ça partait déjà avec les maisons.
Face à la colère de la nature, le quartier a fait recours aux moyens de bord, tentant sans succès de contenir la fureur de l'érosion. L'érosion a commencé, nous croyons que c'était quelque chose qu'on pouvait, juste avec des sacs, anéantir. Nous avons fait ces petits efforts, ça n'a pas toujours marché. Dépassé par les événements, le chef du village d'Intut a des années bien avant interpellé sans suite les autorités administratives et municipales de Foumban. Dès lors qu'on a constaté qu'il y a érosion, on a fait recours aux autorités administratives, c'est-à-dire que le préfet, le sous-préfet, et puis bien sûr, et nous attendons vraiment une suite. Jusqu'ici, aucune victime enregistrée dans ces catastrophes. Les autorités en leur rang et grade respectifs font encore la sourde oreille, attendant mort d'homme pour descendre sur les lieux à coups de sirène, toutes sanglées en costume aux plis tranchants, faciès masqués derrière de grosses lunettes noires, affichant une mine d'experts en consolation des familles des victimes. Les habitants non encore sinistrés de ce quartier ont presque perdu le sommeil. Ils vivent désormais la peur dans le ventre de se réveiller un matin et voir leur maison et leur sépulture englouties sur leurs pieds. Un véritable chantier pour la direction de la protection civile du ministère de l'administration territoriale et la décentralisation. Depuis le quartier Jute d'Afumban, Mama Soufou, l'éclaireur du Noun, Dallas Tchana, le regard de l'Ouest, et Jean-Paul Chouniac, la voix de l'Ouest sur Equinox Télévision. Dans le reste de l'actualité, la mission de la francophonie venue évaluer le processus électoral a discuté avec les acteurs politiques, autant ceux de l'opposition que du parti au pouvoir. Et les partis de l'opposition n'ont pas manqué de décrier le processus électoral qu'ils estiment très peu transparent pour garantir des élections libres et une alternance démocratique en 2018. Un avis que ne partage pas le parti au pouvoir qui estime qu'au-delà de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram et la crise anglophone, l'année électorale 2018 sera une année importante pour le pays. Des précisions dans ce reportage de Guy Zogo. La mission de la francophonie de passage au Cameroun et les partis politiques se sont vus à Yaoundé. Côté opposition, le Social Democratic Front explique avoir remis sur la table ce qui est déjà su de tous à propos des élections au Cameroun. Tous les Camerounais sont conscients des difficultés du processus électoral dans ce pays et surtout du manque de volonté politique du président de la République d'apaiser les choses. Et je pense que c'est ce qu'on a mis sur la table. Ce n'était pas une plainte. Nous avons simplement dit ce que nous pensons, ce que vous savez déjà, et je pense qu'eux aussi savaient déjà. Quant aux critiques de l'opposition adressées à l'organisation, sans qu'aucun accusé de réception de la francophonie ait été retourné, le SDF prêche pour sa chapelle. Je ne suis pas mandaté par l'opposition pour parler en leur nom. En ce qui me concerne, je sais que le Social Democratic Fund l'avait fait et nous avons eu de réponse à cela. Nous avons fait une lettre d'information, pas d'interpellation, et nous avons eu une réponse à cela qui nous a conforté dans notre position que le processus électoral camerounais est en deçà des attentes de la communauté internationale. L'Union démocratique du Cameroun liste pour sa part ses attentes pour des élections crédibles au Cameroun. En ce qui concerne l'Union démocratique du Cameroun, nous avons dans un premier temps convoqué, n'est-ce pas, certaines dispositions de la Constitution et certaines dispositions du Code électoral qui sont totalement antidémocratiques et bloquent l'alternance dans notre pays. Nous avons fait des propositions allant dans le sens de changer ces dispositions pour une amélioration de la démocratie dans notre pays pour que l'alternance soit possible. Loin de ces critiques, le RDPC s'apaisantit sur les crises, notamment celles anglophones et Boko Haram, qui peuvent constituer des hypothèques pour les élections de 2018 au Cameroun. Les élections, c'est un aboutissement. Il ne faut pas ne mettre l'accent que sur les procédures, il y a la culture démocratique qui est là. Et si nous considérons que nous devons résoudre les problèmes, par exemple le problème anglophone, que tous les Camerounais s'y mettent, je pense que nous pourrons y arriver et les élections se passer dans des conditions de sérénité. Reste maintenant à savoir ce que la francophonie recommande au Cameroun pour des élections dont la conduite du processus et la tenue seront acceptées par toutes les parties. Vous l'avez suivi, Donald Trump s'est déchaîné
contre les États voyous et les régimes dictatoriaux qui dirigent leur nation d'une main de fer. Le président américain a fustigé l'oppression des peuples et la violation des droits de l'homme tels que vécus dans plusieurs pays africains. Son discours à la tribune des Nations Unies a eu un écho retentissant en Afrique, un continent en proie à la tyrannie de plusieurs dirigeants. Évocation dans ce reportage de Eric Martial Ndiomo. Le président américain insiste sur la nécessité pour chacun des dirigeants du monde de mettre en avant l'intérêt de leur peuple avant toute autre chose. Je donnerai toujours la priorité à l'Amérique. Tout comme vous, en tant que dirigeant de vos pays, vous allez toujours et vous devez toujours placer votre pays en premier. Tous les dirigeants responsables ont pour obligation de servir les propres citoyens. Un aspect du discours centré, selon certains analystes, sur ces dirigeants qui s'éternisent indéfiniment au pouvoir, au mépris de la volonté de leur peuple et des fondements démocratiques. Présents lors de cette 72e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York, ils sont nombreux ces chefs d'État visés par ce discours direct du président américain, essentiellement issu de l'Afrique. Si Donald Trump a pris les gants pour parler à cette catégorie de dirigeants, d'autres parties de son discours ont été taxées de particulièrement violents par les analystes du monde entier. Donald Trump n'y est pas allé de main morte pour s'attaquer verbalement aux États dits voyous, la Corée du Nord et ses essais nucléaires qui agacent, ce qui a poussé le président américain à faire abstraction de tout usage diplomatique en menaçant de détruire ce pays. Les États-Unis sont très forts et très patients, mais si nous sommes obligés de nous défendre, de défendre nos alliés, nous n'aurons pas d'autre solution que de détruire complètement la Corée du Nord. L'homme fusée est lancé dans une mission suicidaire pour lui-même et pour son régime. Les mots ont été aussi durs concernant l'Iran et le Venezuela, ces pays dans lesquels les peuples sont opprimés et les droits de l'homme bafoués. Un État qui exporte la violence, le bain de sang et le chaos. Et le chaos. Les vraies victimes du régime iranien, ce sont les Iraniens eux-mêmes. Dans son premier discours devant une assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, Donald Trump sera finalement resté égal à lui-même dans sa ligne de conduite, sa ligne de critique et surtout sa vision du monde. Après s'être déchaîné contre les États voyous et les régimes dictatoriaux, Donald Trump a refusé de déjeuner avec des dirigeants africains qui incarnent cette tyrannie dénoncée dans son discours à la tribune des Nations Unies. L'absence du président camerounais à ce déjeuner restreint offert à certains dirigeants africains a suscité une vive polémique, notamment sous le regard que porte le numéro 1 américain sur la politique et le régime de Paul Biya en 34 ans de pouvoir. Quels sont les rapports entre Yaoundé et Washington? Élément de réponse dans ce reportage de Guy Zogo. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Toujours à l'international, précisons qu'il y a eu un mort et des dizaines de blessés au Togo lors des manifestations contre le pouvoir. À l'appel de l'opposition, des milliers de Togolais sont descendus dans les rues de plusieurs villes. La réforme de la Constitution, qui est sujet de vives contestations, sera soumise dans quelques jours à un référendum, ce que désapprouve l'opposition. Et au Kenya, une nouvelle date pour l'élection présidentielle est désormais connue. Ce sera vers la fin du mois d'octobre 2017. C'est une question cruciale pour des bacheliers au Cameroun. Quelle filière universitaire choisir pour espérer décrocher un emploi? Ils sont de plus en plus indécis au regard du fait que leurs aînés diplômés de l'université peinent à pouvoir obtenir ou trouver un emploi. Une question qui préoccupe, on en parle dans la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Douala. Bonsoir. Bonsoir. Robert Kouankouang, je précise que vous êtes également spécialiste en histoire et en entrepreneuriat.
Nous sommes à l'approche de la rentrée universitaire et vous les côtoyez au quotidien, ces jeunes bacheliers indécis sur la filière universitaire à choisir, notamment parce qu'ils souhaitent un emploi à la fin de leur formation, mais ils ont du mal à choisir lorsqu'ils regardent leurs aînés qui eux-mêmes peinent à s'insérer sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce qui explique cette inadéquation persistante entre la formation universitaire et les exigences du monde socio-économique? Je vous remercie de me poser cette question. C'est depuis 2 semaines à la faculté des lettres et sciences humaines que nous avons commencé avec les journées d'orientation qui permettent d'expliquer aux jeunes bacheliers les filières qui peuvent emprunter dans notre établissement. S'agissant de la question de l'inadéquation entre la formation et l'emploi, il faut d'abord préciser qu'effectivement, le Cameroun, comme d'ailleurs d'autres États africains, ont été confrontés à cette réalité. Je dirais tout simplement qu'au regard de la structuration de nos systèmes d'enseignement supérieur, il y avait d'un côté les grandes écoles qui donnaient une formation technologique, professionnelle, et où les diplômés n'avaient pas à proprement parler des problèmes d'insertion. Je prendrai le cas à l'université de Douala, par exemple de l'IUT, par exemple de la faculté de génie industriel, et même des écoles normales telles que l'INSEC, et dans d'autres institutions universitaires du Cameroun, par exemple l'université de Yaoundé 1, Polytechnique, ou encore l'école de l'université de Ngaoundéré. Le taux d'absorption sur le marché de l'emploi reste assez minime, hein, selon de récentes études qui ont été publiées. À peine 30% de jeunes diplômés réussissent à trouver un emploi dès la sortie de l'école. Est-ce que les réformes qui ont été engagées dans le système LMD qui a été vanté dans les années 2006-2007, est-ce que cela a permis à l'étudiant camerounais de pouvoir facilement s'intégrer dans le marché de l'emploi, puisque c'est une question qui les préoccupe? Oui, je dirais tout simplement que le LMD est un grand chantier. C'est depuis 10 ans que le Cameroun s'est engagé dans cette réforme et la réforme continue. Mais pour ce qui est de l'insertion, des difficultés d'insertion, il faut reconnaître que cela ne concernait concernait beaucoup plus les diplômés des établissements facultaires. Parce que jusqu'à une époque donnée, la formation qui était dispensée dans les établissements facultaires était fondamentale, c'est-à-dire beaucoup plus théorique que pratique, et cela obéissait aux exigences de l'État du Cameroun à l'époque, comme d'ailleurs d'autres États africains. Car vous le savez, lorsque le Cameroun accède à l'indépendance, il était question de doter l'État, l'administration, la police, la gendarmerie, des cadres et des techniciens supérieurs. Et c'est pour cela que les diplômés des établissements facultaires étaient recrutés après l'obtention de la licence ou alors du master, et même on recrutait les diplômés, les bacheliers. Mais aujourd'hui, c'est le secteur privé qui est le moteur de la croissance et qui a des besoins importants, mais que l'université peine à lui fournir des ressources humaines qualifiées, notamment l'université publique. Le secteur privé est le moteur de la croissance, il a toujours été, mais les objectifs n'étaient pas les mêmes. Mais vous savez, depuis la chute du mur de Berlin, la mondialisation triomphante a imposé une nouvelle donne aux États. Et l'université camerounaise s'est arrimée à cette nouvelle donne. La réforme universitaire et la refonte des curricula qui est en cours fait en sorte que des enseignements technologiques, les enseignements technologiques à caractère également managérial sont de plus en plus dispensés dans les établissements facultaires. Mais c'est un processus qui est à ses débuts. Si je prends le cas de l'établissement dont j'ai la charge, la faculté des lettres et sciences humaines, à partir de cette année, dès le niveau 1, nous dispensons des cours de management, des cours d'entrepreneuriat et également des cours de gestion. Quel est l'intérêt de
dispenser ces cours dès la première année dans votre faculté? Pour permettre aux étudiants qui entrent à l'université cette année, au terme de 3 années de formation, donc de 3 années de formation, de pouvoir s'insérer dans le monde professionnel. De telle sorte que dans 3 ans, on ne pourra plus poser à un diplômé de notre établissement titulaire d'une licence, par exemple en histoire, en géographie, en sociologie, qu'est-ce que vous savez faire? Justement, comme ça a toujours été le cas aujourd'hui. Vous êtes à la tête d'une faculté des lettres et sciences humaines qui a rencontré tous les problèmes à l'université de Douala. L'un des premiers problèmes, c'est celui des infrastructures pour accueillir ces étudiants. En 2006, la filière communication, par exemple, faisait cours dans les garages au niveau de Ndokoti pour le maths génie. Aujourd'hui, la question des infrastructures, est-ce qu'elle est résolue alors qu'on est à quelques semaines de la rentrée universitaire? Comment vous comptez résoudre cette équation-là? Est-ce que vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu quand vous parlez des cours dans un garage? Je n'ai pas encore eu cette information depuis que c'est à la tête de la faculté de lettres. Mais il y a une chose qui est vraie, la faculté de lettres, comme d'ailleurs l'université de Douala, et même les universités du Cameroun sont confrontées aux problèmes d'infrastructure. Cela ne veut pas dire que rien n'est fait pour résoudre ce problème. Cela veut tout simplement dire que l'université camerounaise en général reçoit chaque année un afflux d'étudiants. Donc le rythme de construction d'infrastructures ne peut pas suivre le rythme d'arrivée des nouveaux étudiants. Il y a donc ce problème. Mais au niveau de la faculté des lettres, nous avons pris conscience de cette réalité et nous sommes en train de trouver un certain nombre de solutions. S'agissant des étudiants de notre faculté à qui on dispensait des cours hors de l'université, nous sommes en train de trouver les solutions pour les domicilier tous au sein du campus. Alors, à côté des infrastructures... Et l'une des solutions, c'est la mutualisation des infrastructures. Alors, à côté de cette question des infrastructures, il y a bien sûr celle qui concerne les semestriels et les contrôles continus qui sont bien sûr donnés aux différents étudiants pour les évaluer. Un sérieux problème qui se pose, des étudiants peinent à avoir leur note dans les délais impartis, pouvoir se préparer s'il y a un rattrapage ou pas, un sérieux problème également qui les perturbe pour la suite de leur formation académique. Est-ce que ce problème aussi, vous le percevez au quotidien? Bon, si je le perçois au quotidien, c'est un problème réel, mais tout dépend de la manière dont l'année académique a été préparée. Et moi, je peux vous dire qu'au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines, ce problème n'existe plus. La preuve en est que si vous allez au campus de l'ESSEC aujourd'hui, vous allez trouver que les étudiants de l'année académique 2016-2017 ont déjà eu leur relevé de notes, leur attestation de réussite et actuellement, nous sommes en train de confectionner leur diplôme. Donc, si l'année académique est bien préparée, le problème d'évaluation ne se pose pas. Tout dépend de l'organisation et de la manière dont on mobilise toute l'équipe. Et quand je parle de toute l'équipe, il s'agit évidemment du staff administratif, de l'association des étudiants et évidemment des enseignants. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à la faculté des lettres et sciences humaines. Vous pouvez vous-même le constater au campus. Et ce personnel enseignant, lui aussi, pose des sérieux problèmes aux étudiants qui se plaignent de ce qu'ils les voient très peu, notamment les professeurs qui doivent donner des cours de rang magistral, qui sont assez rares durant tout un semestre et qui, en fin d'année, viennent distribuer des polycopies aux étudiants parce que l'on sait qu'il y a des semestriels qui approchent. Est-ce que cette question de la présence effective des enseignants est résolue à la faculté? Je n'ai pas souvenance qu'à la faculté des lettres, les enseignants de rang magistral n'étaient pas souvent au campus. Mais il se posait un problème, c'est-à-dire le problème d'infrastructure. Il était très difficile de concilier les enseignements du cycle L et les enseignements du cycle M, ce qui fait que le cycle M avait beaucoup plus
de retard par rapport au cycle. Il faut préciser aux téléspectateurs, c'est-à-dire licence, c'est-à-dire niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est le cycle L, et le cycle M, c'est le cycle master, évidemment, le cycle D, doctorat. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Cameroun s'est arrimé au système LMD. Alors, monsieur le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, avant de sortir, il y a cette épineuse question qui concerne les 500 000 ordinateurs que le chef de l'État a promis aux étudiants. Ça fait environ plus d'1 an qu'ils attendent et le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé dès la fin de l'année, novembre 2017. Mais le monde estudiantin se pose des questions sur ces ordinateurs depuis de nombreuses années que l'on attend. Et il y a un projet qui semble avoir des fins plus politiques qu'académiques. Vous qui êtes à l'université, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet de façon globale, nous expliquer les tenants et les aboutissants de ce projet? Depuis de nombreuses années, je ne pense pas. Ce n'est que depuis tout au plus 1 an, depuis l'année académique 2015-2016. Donc, ce n'est pas beaucoup d'années. Il faut d'abord dire qu'effectivement, le chef de l'État a promis des ordinateurs aux étudiants. Mais cela faisait partie de la politique gouvernementale d'arrimer l'enseignement supérieur du Cameroun à l'économie numérique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Cameroun, comme d'ailleurs d'autres États africains, le Cameroun ne peut plus soutenir un enseignement essentiellement en présentiel, comme cela a été le cas jusqu'à aujourd'hui, à cause des effectifs qui commencent à devenir pléthoriques. Il faut donc explorer d'autres modèles d'enseignement et de formation. L'enseignement à distance apparaît donc comme l'une des solutions à ce problème. Et c'est pour cela que le chef de l'État a décidé d'offrir des ordinateurs aux étudiants pour leur permettre de s'arrimer à l'économie numérique, d'avoir des cours à distance. Et je dirais tout simplement qu'il n'y a pas que des ordinateurs. Il y a également des terminaux numériques qui seront construits au sein de chaque campus, dans les universités d'État et également d'autres instituts privés d'enseignement supérieur. Donc les terminaux numériques permettront donc aux étudiants d'avoir accès aux bibliothèques numériques, mais aussi d'avoir directement des cours dans leur ordinateur. Et je peux te dire qu'au niveau de l'université de Douala, il y a déjà le projet e-book qui permettra à partir de l'année académique 2017-2018 aux étudiants d'avoir des cours en ligne. Merci, professeur Robert Kouan. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Douala, spécialiste en histoire et en entrepreneuriat. Dans ce journal, un public reportage, le groupe Bolloré a tenu ce jour la 2e édition du Marathon D. Les employés et responsables du groupe ont effectué une marche dans les artères de la ville de Douala, puis ils sont rendus à l'école publique New Daido pour des travaux communautaires. Reportage. C'est en rang serré et dans un esprit d'équipe que les employés et les responsables de Bolloré Transport en Logistics ont entamé la marche marquant la 2e édition du Marathon D, une distance de 6 km parcourue dans les artères de la ville de Douala. Ils ont fièrement bravé la pluie le long de l'itinéraire, marquant ainsi le bel esprit d'équipe qui caractérise l'entreprise. Et comme à son habitude, le groupe Bolloré fonçait vers son objectif majeur, celui de symboliser son attachement à sa responsabilité sociétale. C'est ainsi que, comme une armée déterminée, les employés, avec à leur tête le directeur de la région Golfe de Guinée, font leur entrée à l'école publique New Daido, à Douala. Objectif, redonner un visage reluisant à cette vieille école qui a perdu son éclat sous le poids de l'âge. L'entreprise citoyenne y effectue des travaux communautaires. Les murs ont été repeints. Les travaux de maçonnerie sont en cours. Ce que nous faisons, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Parce que la solidarité au Cameroun est une vertu sous l'impulsion de son illustre dirigeant. Le groupe Bolloré, à qui ce pays donne l'hospitalité, a voulu, sous l'impulsion de son président Cyril Bolloré, consacrer une journée aux actions de solidarité. Vous savez, la différence du groupe Bolloré et des autres groupes, madame, c'est que nous sommes dans la durée.
Nous venons de sceller un partenariat. Nous serons là, au-delà de cette cérémonie. Ces travaux qui sont organisés dans le cadre du Marathon D 2017 répondent à une logique, celle d'offrir de meilleures conditions de travail aux élèves et aux enseignants. Et l'initiative sera permanente. Le Marathon DI est à sa 2e édition. Ça a été une initiative de notre président Cyril Bolloré. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision. Restez sur cette antenne pour suivre Regard Social, émission présentée par Éric Fernand Quamo. Bonne soirée sur cette antenne.